ce magazine Savoir Plus sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, vous êtes très nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Nous allons évoquer une question qui fâche, en tout cas aujourd'hui. Vous le savez, la République démocratique du Congo appelée pays solution. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir pourquoi ces pays restent-ils dépendants sur le plan alimentaire des autres. Pour évoquer la question, nous recevons, je reçois pour vous sur ce plateau le professeur Patrick Onoya Tamboué. Il est économiste de formation et également initiateur du projet Un hectare, un étudiant. Monsieur le professeur Patrick Onoya, bienvenue. Merci Ben de penser à moi une fois de plus. Ça fait longtemps que l'on s'est retrouvés. Le projet Un hectare, un étudiant marche mieux? Oui, en tout cas en train de se mobiliser, particulièrement à l'université de Kinshasa, où nous sommes vraiment en marche pour cette saison A qui a débuté et qui commence réellement. Nous avons un target pour le 15 septembre, n'est-ce pas? Il faut savoir que l'université de Kinshasa a 500 hectares de terre à Njili Brasserie et nous avons beaucoup apprécié la main tendue du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe, qui octroie 100 hectares de terre au projet Un hectare pour un étudiant, afin que les étudiants puissent mettre la main à la pâte. 100 hectares déjà pour l'université de Kinshasa, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Absolument, mais il faut commencer quelque part. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la main tendue du ministre de l'Agriculture. L'actuel? L'actuel, oui. Tout à fait, que j'ai rencontré très récemment, qui a d'ailleurs un concept similaire d'une brigade agricole. Et nous avons dans nos discussions tous compris que les 6 millions d'emplois que veut créer le gouvernement souminois ne peut se faire qu'avec un accent mis sur l'agriculture. Il a donc accordé aussi son soutien et nous espérons aussi avoir à la fois des terres du ministère de l'Agriculture qu'un ensemble d'autres nécessités telles que les intrants agricoles, les équipements, ainsi de suite. Donc nous sommes contents de savoir que le ministre de l'Agriculture, le ministre Grégoire, est avec nous. Professeur Patrick Onoya, lorsque l'on parle de la RDC comme étant pays solution, vous en tant que Congolais, économiste également, est-ce que êtes-vous fier de ce que l'on appelle la RDC pays solution? Eh bien, être fier, je suis fier d'être Congolais, mais je suis dans une démarche d'appel, une démarche de mobilisation afin que nous soyons ce que nous devrions être. Parce que avec les 80 millions de terres arables, eh bien, lorsque je lis des informations telles que les cours d'eau de la République démocratique du Congo peuvent produire 900 000 tonnes de poissons, de quoi nourrir le tiers de la population mondiale. Mais à cela, lorsque j'ajoute les informations telles que provenant du Programme alimentaire mondial qui établit que plus de 27 millions de Congolais souffrent de la faim, mais pire encore, que 17 enfants de 0 à 5 ans meurent chaque heure en République démocratique du Congo, eh bien, je me dis qu'en plus du M23, nous avons un terroriste qui est la faim. Et il est important, n'est-ce pas, qu'une mobilisation tout azimut soit autour de la faim, autant que nous l'avons sur le terroriste M23. Pays solution, mais qui continue à demeurer dépendant sur le plan alimentaire. C'est quoi la politique économique qu'il faut mettre en place pour rendre la RDC purement indépendante? Merci beaucoup. Vous savez, du point de vue de la science, on aime établir des référentiels. C'est-à-dire que lorsque vous vous situez, vous n'arrivez plus à vous situer, n'est-ce pas? On aime retrouver, avoir un référentiel. Un référentiel qui vous permet, ne fût-ce que de savoir comment avoir des repères. Et ici, actuellement, nous avons, dans l'agriculture, nous avons l'impression que nous n'avons plus de repères. Et alors, permettez-moi de faire donc un recul dans l'histoire, de savoir, d'un point de vue historique, au niveau de la colonisation, qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qui a permis à ce que le colon belge, lorsqu'il nous lègue la République démocratique du Congo, disons, le Congo belge en 1960, nous héritons d'un Congo avec une économie
tout à fait diversifiée, c'est-à-dire que les exportations agricoles intervenaient à hauteur de 40% dans le produit intérieur brut, n'est-ce pas? Et le reste, ce sont les secteurs miniers. Comment, en 1960, nous avons les exportations agricoles qui interviennent à hauteur de 40%, mais en décembre 2023, lorsque nous passons au second mandat du chef de l'État, les exportations représentent moins, les exportations agricoles, je dis, représentent moins de 5% du produit intérieur brut. Pourquoi cette débâcle? Et pourquoi ça marchait à l'époque de la colonisation? Je vais faire un petit rappel historique. Lorsque le roi Léopold II reçoit le Congo belge comme gérant, c'est-à-dire, non, à l'époque, on parlait de l'État indépendant du Congo en 1885, eh bien, il utilise ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à la demande internationale, il va dans l'exploitation de l'EVA, il va dans l'exploitation de l'ivoire et aussi des lianes. Mais le grand développement de l'agriculture commence à partir de 1908. En 1908, lorsque Léopold II lègue le Congo à la Belgique a trois grands problèmes fondamentaux. Elle a un besoin d'établir des administrations pour pouvoir administrer la République démocratique du Congo. Il faut nourrir ces administrations. Deux, la Belgique a besoin d'envoyer des expéditions à travers le pays pour découvrir le pays. Il faut nourrir cela. Mais aussi, elle met en place une armée et une gendarmerie, il faut les nourrir. D'où ils ont mis en place, la Belgique a mis en place une stratégie de développement de l'agriculture. Faire en sorte que l'arrière-pays puisse produire beaucoup plus, n'est-ce pas, pour nourrir ces trois pôles de consommation que je venais de présenter. Mais la Belgique comprend très bien, les Belges y comprennent qu'on ne peut pas développer l'exploitation agricole sans la recherche agronomique. C'est comme ça qu'en 1933, la Belgique met en place ce qu'ils ont appelé l'Institut national d'études agronomiques au Congo belge, l'INEAC, qui est l'ancêtre de l'INERA. Mais avant ça, vers les années 20, n'est-ce pas, il y a la naissance du jardin zoologique de Eyala et celui de Kisantu, où ils font des études pour découvrir les plantes qu'il y a. Alors, autre chose qu'il faut mentionner dans la stratégie de la Belgique, c'est que lorsque la Belgique envoie un administrateur du territoire, cet administrateur du territoire est accompagné par deux types de corps de métier, un agronome et un infirmier. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'on voit déjà que l'administrateur du territoire est accompagné d'un agronome et d'un infirmier, on comprend la philosophie, la logique de développement. Donc, il faut comprendre ici que, je venais de citer une première des choses dans l'histoire, c'est que le développement de l'agriculture doit aller de pair avec la recherche agronomique. Or, de nos jours, l'INERA, dont l'ancêtre était l'INEAC, est en délabrement très avancé. Personnellement, j'étais en Ngandajika, qui est un des pôles de production agricole où il y a l'INERA, c'est en délabrement très avancé. Il est difficile de pouvoir développer l'agriculture si la recherche agronomique n'évolue pas. Parce que les semences, produire, commence par la qualité des semences. C'est pour autant dire que même votre projet sera difficile également d'émerger sur le terrain, d'autant plus que l'INERA n'est pas, en tout cas, en voie de réhabilitation. Actuellement, oui, il y a des particuliers qui développent quelques semences, n'est-ce pas, et qui en font un commerce parce que l'INERA est défaillante. Mais aussi, les agronomes de l'INERA, pour certains, en font un commerce personnel. Oui. Vous comprenez? Mais il manque, en fait, une stratégie globale de développement des semences, par exemple, des fertilisants, ainsi de suite. Et ça, c'est le travail de la recherche agronomique qui soutient la production. Mais autre chose d'important, lorsque l'on fixe les méthodes coloniales de développement de l'agriculture comme référence, je vais en citer deux. Une autre chose, c'est le fait que l'agriculture était rendue obligatoire. Nous ne savons même pas pourquoi, au village, on aime cultiver.
On aime cultiver parce que, retenez, les gens ont été forcés à cultiver. Comprenez? Mais retenez que les administrateurs belges arrivaient dans les villages par des sentiers pris par les tipoy et utilisaient maintenant les paysans pour ouvrir les routes de desserte agricoles. Et vous allez analyser que nous prenons maintenant la chose en inverse. Nous ne savons pas comment faire parce que les routes de desserte agricole ne sont pas ouvertes. Or, les routes de desserte agricole, s'il vous plaît, je vais marteler à ce sujet, les routes de desserte agricole de l'époque coloniale ont été ouvertes par cantonnage manuel. On appelle ça la méthode IMO, la méthode de haute intensité de main-d'œuvre. Donc, le Belge a développé l'agriculture, ensuite a utilisé les mêmes paysans pour ouvrir les routes de desserte agricole par cantonnage manuel. Et vous comprenez chez nous ici que nous sommes un peu comme anesthésiés pour développer l'agriculture parce que les routes de desserte agricole ne sont pas développées. Et entre-temps, nous avons une oisivité croissante dans le milieu rural. Les gens ne savent pas quoi faire. C'est juste pour dire qu'il y a une question de stratégie, il y a une question de méthodologie qui manque aussi dans la prise en main de la question de l'agriculture. La stratégie manque, la méthodologie également, mais que doit faire l'élite congolaise pour que le pays arrive, bien sûr, à retrouver son indépendance sur le plan alimentaire? Vous savez, en se basant sur un livre d'un agronome célèbre qui s'appelle René Dumont, qui a écrit un livre important sur ces questions, qui s'appelle « L'Afrique noire est mal partie ». Écrit en 1962, mais c'est sur Internet, les téléspectateurs peuvent chercher. Mal parti, pourquoi? L'Afrique noire, ah oui, c'est ça. L'Afrique noire est mal partie parce que le noir, lorsqu'il a chassé le blanc, n'est-ce pas, vers les années 60, s'est préoccupé à singer le blanc. C'est-à-dire, il faut veste, cravate, il faut être dans le bureau, n'est-ce pas? Et c'est ça même. Oubliant les principes de base. Oubliant, n'est-ce pas, que c'est l'arrière-pays qui donne la force à un pays. Oubliant l'agriculture, cherchant à travailler dans le bureau. C'est comme ça que vous allez voir que les gens veulent être économistes, veulent être médecins, veulent être tout le travail qui permet de porter une cravate. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il dit. Malheureusement, lorsque vous lisez ce livre, il est comme s'il était actuel. Vous constaterez que l'Union africaine, à Maputo, il y a une déclaration célèbre, on appelle la déclaration de Maputo, qui dit que l'Union africaine recommande les gouvernements africains à pouvoir réserver 10% de leur budget à l'agriculture. Mais vous allez vous rendre compte que cela est compliqué. Pendant plus de 20 ans, nous avons eu un budget agriculture d'au moins 2%. Mais entre-temps, les statistiques du programme alimentaire mondial que j'ai cité, ici, les 25 millions existaient toujours. Le premier mandat du chef de l'État, on est passé à 5%. Actuellement, on parle d'un peu de 6,5%. Mais ce qui est curieux et triste, c'est de constater que quelle que soit cette augmentation numérique, le décaissement pour l'agriculture ne dépasse généralement pas 0,5%. Alors, on se pose des questions. Comment expliquer que des universitaires, n'est-ce pas, dans un pays où la famine bat son plein, n'ont toujours pas conscience de l'importance de l'agriculture? Je suis triste de constater aussi, je suis vraiment désolé, de constater qu'encore moins le gouvernement souminois n'accorde pas l'importance qu'il faut à l'agriculture. Nous n'avons qu'à le constater que ce n'est pas dans les priorités. Ah bon? Ah oui, lorsqu'ils font leur troïka, nous suivons. Moi, je suis très curieux d'écouter. Les priorités sont Ils prennent des mesures pour arriver. Ah oui, les multiples mesures. Là-bas, je n'ai pas entendu, en tout cas, le ministre de l'économie nous parler de l'agriculture dans ces différentes mesures. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture n'est même pas invité. Dans un pays dans lequel le tiers de la population souffre de malnutrition, le ministère de l'Agriculture devrait même être une vice-primature. Nous voyons en fait que l'importance de l'agriculture est reléguée au second plan. C'est de ça que René Dumont parle. L'Afrique noire est mal partie. Nous sommes nés avec une brique dans la tête, comme aime dire un ami.
ce que nous aimons. Ici, pour qu'un régime ait bien travaillé, il doit avoir construit une route. Comprenez? Et c'est une question de changement de paradigme. C'est tout ça qui a amené à la naissance du projet Un hectare pour un étudiant. Nous nous sommes dit, il se peut qu'il puisse y avoir un problème culturel. Parce que comment se fait-il que des universitaires finissent, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils n'arrivent pas à comprendre l'importance de l'agriculture? Comment est-ce que les économistes peuvent être simplement des économistes d'interprétation des chiffres? Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on nous dit que nous dépensons chaque année en termes d'importation plus de 2 milliards de dollars d'importation mensuelle, s'il vous plaît. Nous jetons parce que l'importation appauvrit. C'est ça. Ce sont les exportations qui enrichissent. Et nous achetons tout et rien, s'il vous plaît. Nous achetons tout et rien. Et cela ne préoccupe personne, n'est-ce pas? On est juste préoccupé à pouvoir avoir des réserves d'échange suffisantes pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir les importations. Il y a lieu qu'il y ait un paradigme qui change. C'est ça qui nous a motivés, par exemple, dans notre projet Un hectare pour un étudiant. Et vous pensez que ce projet va-t-il apporter des résultats escomptés sur terrain? Nous pensons que nous faisons un travail de sensibilisation. Mais quelqu'un, même dans la discussion, voilà pourquoi il y a eu même la version Un hectare pour chaque jeune. Et je discutais avec quelqu'un qui me dit, mais et si on avait par exemple 10 hectares pour chaque église, ça soutiendrait même la campagne il blaguait un peu, du ministre Constant Moutamba. Parce que, écoutez, les églises, au-delà de prier, ces personnes qui sont dans les églises, ils ont faim. Les églises sont à la base on dirait des usines qui fabriquent des chômeurs. Il y a un livre que j'ai écrit, que je n'ai pas encore publié, qui s'intitule « La responsabilité sociale de l'Église ». S'il y a une catégorie de la population qui doit soutenir un projet comme celui-ci, ce sont les églises. Parce que, au-delà que les pasteurs nantis peuvent soutenir les fidèles, eh bien, si les églises se mettent aussi à travailler la terre, vous allez voir, comme ce pays a plus de 60% chrétiens, eh bien, les choses vont changer. C'est cette émulation que nous recherchons. À quoi servent les diplômes? Moi, je n'aime plus le discours des diplômes. Parce qu'à quoi servent les diplômes avec les statistiques médiocres que nous avons dans ce pays? En 1960, il y avait à peine des universitaires. Oui. Mais le pays allait bien. Aujourd'hui, l'Ovanium a pris naissance en 1954. N'est-ce pas? Nous sommes à 60 ans de l'existence de l'Université en République démocratique du Congo. Nous sommes tellement nombreux que l'on ne sait plus contrôler. C'est ça aussi le problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi nous disons, nous allons dans la conscientisation pour dire, et lorsque moi je dis, généralement je choque même certains pour dire que est-ce qu'il existe des intellectuels dans ce pays? Parce que la définition de l'intellectuel, elle est simple. Elle dit que c'est un individu, un homme capable de trouver la solution au problème de la société. Alors comment est-ce que le problème fondamental de la société du Congolais, c'est le manger? On peut être au gouvernement pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans, on n'accorde pas l'importance à l'agriculture. Je me pose simplement des questions. Et nous disons, comme nous sommes Congolais et que c'est notre pays, nous faisons ce travail de sensibilisation. Et en tant qu'enseignants, nous profitons de l'estrade que nous avons dans les universités pour conscientiser les étudiants parce qu'au cas où... Ils comprennent? Absolument. Nous avons un site internet qui s'appelle www.unhectare-unétudiant.com. Nous avons plus de 1000 souscriptions, n'est-ce pas, des étudiants pour recevoir un hectare. Et c'est ça qui nous a encouragés, n'est-ce pas, que de constater que la jeune génération comprend. Mais nous avons besoin de ce stimulus. Dans les 6 engagements du chef de l'État, vous avez au moins 4 engagements qui se touchent à l'économie. Et le chef de l'État recherche la diversification de l'économie. J'ai fait un rappel historique ici pour dire que la diversification de l'économie dont parle le chef de l'État, en fait, j'appellerais ça retour à l'origine, retour aux sources. Parce que nous avons hérité un pays avec une économie totalement diversifiée. 40%, s'il vous plaît, de la contribution des exportations agricoles à l'agriculture
pour l'agriculture, eh bien, c'est énorme. Et actuellement, je disais que nous sommes à moins de 5% des exportations agricoles, donc la contribution de la richesse agricole pour la République démocratique du Congo. Ça devrait être une honte pour ces gens qui gouvernent. Moi, je parle de la honte de l'intellectuel congolais. Et je dois avouer que mon combat actuel, c'est aussi par honte. Vous savez, j'ai été triste et scandalisé Oui. Dans mon métier de consultant d'investissement. Je suis basé, mon cabinet d'affaires est basé à Dallas, aux États-Unis, où je suis membre de la Chambre de commerce de Dallas. Je représente la République démocratique du Congo. Et j'ai mes collègues, surtout des pays anglo-saxons, Oui. de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Nigeria, du Ghana. Je vous assure, lorsque j'écoute ce qu'ils font chez eux, je me pose la question, nous, on est quoi? Il n'y a pas match. Il y a un dynamisme sans précédent. Vous voyez? Mais maintenant, je suis congolais. Je dois travailler pour mon pays. Donc, lorsque moi je parle, lorsque je suis dans ce militantisme intellectuel, en réalité, je le fais parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai honte. Comprenez? J'ai honte d'être un pays qui tire la queue. J'ai honte de parler le français que je parle, n'est-ce pas? J'ai honte d'étaler cet ensemble de connaissances que je peux étaler Également, sans rien faire. Dire que nous sommes pays solution. On dit qu'on est pays solution, mais pendant que vous voyez même que c'est le Congo-Brazzaville, n'est-ce pas, qui, en matière de solutions d'environnement, c'est le Congo-Brazzaville qui a le leadership. Donc, vous comprenez, dans la sous-région de l'Afrique centrale, c'est qu'il est important que nous puissions nous réveiller. Par moments, j'ai comme l'impression qu'en République démocratique du Congo, nous fonctionnons comme si nous sommes un pays à part dans une autre planète, n'est-ce pas? Et qu'on nous laisse faire ce que nous avons à faire, nous pouvons beau parler notre français et ne rien faire, ne vous occupez pas de nous. Non, il y a lieu que chacun fasse sa part. Et moi, je dis que ça nous concerne tous. Il n'y a pas une question de majorité, il n'y a pas une question d'opposition, il n'y a pas une question, il y a une question d'intellectuel. Lorsque vous avez été à l'école, n'est-ce pas? Vous avez été à l'école pour trouver des solutions. Et si chacun dans son coin se préoccupe à trouver des solutions, eh bien, nous allons voir que nous allons changer ce pays. Est-ce que vous avez été pour la décision qu'avait prise le gouvernement par les biais de son ministre en charge du commerce extérieur pour ainsi interdire certaines importations de certains produits? Mais ça a causé juste après quelques remous, surtout pour le Grand Katanga. Le petit pays voisin qui est la Zambie a dû fermer ses frontières juste pour quelques heures et c'était des grincements des dents. Vous, en tant qu'économiste, comment avez-vous jugé d'abord ces décisions? C'est vrai qu'il y a un compromis qui a été trouvé. Cher frère, permettez-moi, ce sont des questions qui me donnent des larmes aux yeux. Ah bon? Vous voyez? Oui, ce sont vraiment des questions qui me donnent des larmes aux yeux. La République démocratique du Congo, j'ai le terme en anglais, on appelle ça negotiation power. Le pouvoir de négociation. Lorsque vous prenez une décision, posez-vous la question si vous avez le pouvoir de négocier et obtenir ce que vous voulez. Oui. Vous comprenez? L'économie de la République démocratique du Congo souffre de problèmes structurels. Pour que ce genre de décision marche, eh bien, la République démocratique du Congo doit travailler pendant au moins 10 ans à résoudre des problèmes structurels de production agricole, n'est-ce pas, d'industrialisation, ainsi de suite, travailler ardemment. Mais vous allez vous rendre compte que la République démocratique du Congo est un pays particulier avec des universitaires à la tête qui fonctionnent sans un plan de développement actuel. Et lorsque la République démocratique du Congo a mis un plan de développement, ce plan de développement est conjoncturel, c'est-à-dire qu'il est limité à 5 ans. Or, une vision de développement d'un pays qui a tout à construire doit avoir un plan au minimum de combien? Sur 20 ans.
Et les différentes politiques, telles que la politique agricole, la politique industrielle, doivent être corrélées, n'est-ce pas, au plan de développement. Ici, nous évoluons sur base des décisions politiques. J'ai toujours dit que la politique doit avoir des limites pour réussir un développement. Mais comment doit-elle avoir des limites, prof? Eh bien, c'est simplement de prendre une décision. De dire, oui, nous avons tenté de faire ce que nous faisons, décidons de bien faire les choses. Il faut qu'il existe, par exemple, un plan de développement de la République démocratique du Congo sur 20 ans, qui passe même sur référendum. Ça, c'est mon point de vue. Un plan de développement sur 20 ans qui passe sur référendum. Et de dire que dans les 20 ans, quel que soit le changement de président, voici la direction de développement que nous prenons. Là, avec politique agricole associée, avec politique industrielle associée, politique de l'habitat associée, nous y travaillons et nous nous mettons d'accord qu'il n'y a pas à inventer. Voici le chemin, n'est-ce pas, qui passe sur référendum. En ce moment-là, cela a force de loi. Parce qu'actuellement, on n'a que des projets politiques. Nous avions le programme de 145 territoires que nous avons beaucoup acclamé. Mais vous constatez qu'après les élections, on n'en parle plus. N'est-ce pas? Est-ce que tout a été construit dans les 145 territoires? Point d'interrogation. C'est-à-dire... Avec vous, d'ailleurs, l'on estime que tous les fonds qui étaient alloués pour ces projets de 145 territoires, ces fonds ont été destinés, bien sûr, aux efforts de la guerre. Eh bien, j'ai publié un article à l'occasion d'une de mes interventions aux journées scientifiques de la faculté de droit de l'université officielle de Mbujimaï. À l'occasion, j'ai publié un article où je parle du regard de la guerre de l'Est sur un prisme politique. Sous un prisme, j'allais dire économique, excusez-moi. La guerre de l'Est regardée sous un prisme économique. Et j'ai dit quelque chose de fondamental, n'est-ce pas? Ma thèse que j'ai défendue, je dis ceci. Il est important que le gouvernement de la République démocratique du Congo passe de l'économie de la guerre à la guerre économique. La nuance, elle est simple. L'économie de la guerre, c'est cette économie qui est impactée négativement par une guerre. On parle aujourd'hui d'analyser la faisabilité, n'est-ce pas, d'annuler la gratuité de l'enseignement. On étudie la faisabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Ça s'appelle l'économie de la guerre. Une économie impactée par la guerre. Mais si nous passons de l'économie de la guerre à la guerre économique, eh bien la guerre économique est une guerre de compétitivité. Parce que la guerre de l'Est est une guerre d'usure, nous transformons la question en se disant: comment est-ce que nous pouvons devenir compétitifs, considérant que cette guerre est une guerre économique, c'est une guerre basée sur l'exploitation des minéraux, n'est-ce pas? Comment nous pouvons mettre à profit, nous aussi, les minéraux, pour que nous puissions compenser le manque à gagner et d'être solides? Comment expliquer que le Rwanda qui nous mène la guerre a une économie prospère et nous-mêmes, les propriétaires de ces minéraux, nous sommes impactés sérieusement par cette guerre? Il y a lieu que les intellectuels congolais réfléchissent. Mais parce qu'ils pillent. Et parce que, qui a interdit aux Congolais d'exploiter normalement? Qui nous a interdit? Qui nous a interdit? C'est comme ça que nous disons qu'une guerre économique est une guerre de stratégie. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas rester là à observer les autres piller et observer que notre économie est impactée. À lancer des campagnes, des concepts, mais sur terrain, il n'y a rien. Il faut se mettre au travail. Les minéraux sont chez nous. Comprenez? Les minéraux sont chez nous. C'est un déclic conceptuel. C'est un changement de paradigme. Passer de l'économie de la guerre à la guerre économique nécessite un changement de paradigme. Je vais donner un exemple parce qu'on peut se dire qu'on est un pays particulier. Mais l'extrême qui existe dans ce pays, c'est Israël. Israël est un pays juif environné par des pays arabes. Depuis sa naissance en 1948, Israël est en guerre. Mais Israël
est compté parmi les pays développés? Eh bien, c'est parce qu'Israël a compris qu'elle ne pouvait pas faire l'économie de la guerre. L'économie de la guerre, c'est une économie qui subit. Elle devait passer à l'offensive. Elle fait la guerre économique. Elle a développé une industrie d'armement, n'est-ce pas? Elle vend des armes, elle fabrique des armes, elle les vend. Elle a les moyens de les tester parce qu'elle est souvent en guerre. Elle vend des services de sécurité. Elle vend les services de renseignement. À travers le monde. À travers le monde. Ouais. Le ministère de la Défense n'est pas un ministère budgétivore comme chez nous. C'est un ministère qui produit. Ce sont des gens qui ont compris c'est quoi la guerre économique. Ici, chez nous, c'est un contraste. Nous avons tout, mais on n'a pas de stratégie. Voilà pourquoi, ici, je m'adresse particulièrement au chef de l'État, qui est le garant de la nation. J'ai apprécié lorsqu'on a, par exemple, ouvert un nouveau département d'intelligence économique dans les services de renseignement. S'il vous plaît. Espérons que ces services vont faire mieux. Hein? Nous sommes là pour soutenir. Ouais. Monsieur le chef de l'État, s'il vous plaît, il est important que nous passions de l'économie de la guerre à la guerre économique. Les minéraux de l'Est qui enrichissent le Rwanda sont chez nous. Nous pouvons compenser l'effort de guerre par une production minière dans ces zones-là et bénéficier. Il n'y a pas de raison que le Rwanda s'enrichisse sur notre dos et que nous-mêmes nous manquions de stratégie pour pouvoir aussi développer cela et que nous ayons une économie totalement impactée par la guerre. Cela est très important et nous soutenons cela. Nous avons un exemple, c'est Israël. Si nous ne savons pas exactement comment nous y prendre, il est important qu'il existe des missions à Israël pour comprendre comment vous faites pour avoir une économie prospère tout en étant constamment en guerre. Cette guerre de l'Est qui a 30 ans aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2024, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Et il est important que nous puissions prendre à notre niveau des mesures à la hauteur des événements. Professeur Patrick Onoya, nous touchons vers la fin de ce magazine. Une question peut-être, vous êtes de l'UDPS, mais beaucoup pensent que l'UDPS a totalement échoué pour ce qui est de la gestion de ce pays, surtout sur le plan économique. Votre avis? Je crois qu'il y a un ensemble de choses qui ont été bien faites, parce que comme je dis encore, pour évaluer une action, il faut voir d'où on vient. D'où nous venons et là où nous sommes, il y a naturellement des efforts à fournir. Mais moi, ce que je pense, c'est que je suis de ceux qui aiment contribuer. Vous savez, face à des questions fondamentales d'un pays, aux États-Unis, il n'y a pas de démocrate, il n'y a pas de républicain. Il n'y a pas de socialiste, il n'y a pas de ceci en France et tout ça. J'invite les intellectuels. Au-delà de tout, c'est la République démocratique du Congo. Faites vos contributions. Contribuez pour le développement du pays. Parce que lorsqu'on se moque d'un Congolais, on ne se moque pas d'un membre de l'UDPS, n'est-ce pas? Et il faut savoir que l'Union sacrée est plurielle. L'Union sacrée qui gère la République démocratique du Congo, si on compte le nombre de ministres UDPS, il y en a peut-être 7 ou 8, n'est-ce pas? Mais on en a combien? 54, je pense. Ça signifie 54 qui proviennent d'autres partis. On ne peut pas considérer simplement que c'est l'affaire de l'UDPS. Voilà pourquoi je dis que cela, c'est l'affaire de tous. Et lorsqu'on voit même dans une dimension de la guerre, même l'opposition doit être concernée parce que l'Est fait partie de la République démocratique du Congo. Et moi, je me considère toujours comme un conseiller lointain du chef de l'État qui peut apporter ses contributions pour que nous puissions faire de ce pays réellement l'Allemagne d'Afrique. Où irez-vous avec ce projet Un hectare, un étudiant? Nous sommes déterminés à en faire un projet structurel qui va aller de génération en génération. Ça, c'est notre contribution. Personnellement, c'est mon combat que je commence aujourd'hui et que j'arrêterai dans ma tombe. Ma contribution intellectuelle au développement de ce pays. Faire comprendre que quel que soit ce que l'on fait, on doit tenir compte de l'agriculture. Mais je vais rappeler aussi que la question de la sécurité alimentaire est une question constitutionnelle. L'article 47 de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire
et garantie en République démocratique du Congo. Ceci veut simplement dire que toute initiative privée, toute initiative citoyenne, obligatoirement doit avoir le soutien du gouvernement parce que c'est lui le garant, n'est-ce pas, de la sécurité alimentaire. Et comme je l'ai dit, j'ai apprécié que le ministre de l'Agriculture, Grégoire, nous a tendu la main. Merci beaucoup, professeur Patrick Onoya, d'être venu. En tout cas, nous espérons que votre projet pourra récolter de bons résultats sur le terrain. C'est les souhaits de tout le monde. Nous l'espérons. Êtes-vous soutenu par certains politiques? Pas encore. Mais comme je l'ai dit, nous avons un soutien officiel en cours de négociation avec le ministre de l'Agriculture, oui, qui, n'est-ce pas, a trouvé intéressant et il ne peut que soutenir parce que, d'ailleurs, cette année, pour le gouvernement souminois, le ministère de l'Agriculture s'appelle Agriculture et Sécurité Alimentaire. Ouais. Espérons que les fonds qui seront mis à votre disposition sera bien sûr bien utilisé et en bon escient. Nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, prochain numéro de Savoir Plus, c'est tout à l'heure sur votre télévision. Mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.